Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bien allez, c'est parti, je vous ai préparé 86 slides. Donc on va commencer par le commencement. Donc du coup, comment gagner son indépendance financière. Donc c'est parti, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez cliqué sur ce titre. Salariat vs entrepreneuriat. Et du coup, il est probable que vous êtes peut-être à une étape de votre vie où vous ne savez pas quel est le mieux pour vous. Est-ce que ça va être les revenus stables du salariat ou le risque de l'entrepreneuriat? Donc, vous vous posez peut-être ce genre de questions que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, comment vous allez faire, comment vous allez réagir si votre projet il échoue, ou bien encore, est-ce que je suis capable de me discipliner, est-ce que je suis capable de réussir, comment je suis venu aux besoins de ma famille ici. Parfois les revenus sont un petit peu instables, un petit peu en dents de scie. Et du coup voilà, il se peut que aujourd'hui l'entrepreneuriat vous attire, mais que vous demandez est-ce que c'est le bon moment pour vous d'abandonner la sécurité d'un salaire régulier. Eh bien, si vous répondez à ces questions, ou au moins à une seule de ces questions, eh bien cette vidéo, elle est parfaitement pour vous. Et d'ailleurs, je m'engage à la fin de cette vidéo, c'est mon engagement personnel, perso, afin de respecter votre temps, c'est que vous ressortiez avec une vision super claire sur les zones d'ombre que vous avez actuellement afin de prendre une décision au niveau de l'entrepreneuriat. Ok, l'objectif, en quelque sorte, à la fin de ce case content, c'est que vous soyez capable de prendre une décision réfléchie sur votre avenir professionnel, Inch'Allah. Ok, donc, c'est parti, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et pour gagner de l'argent, on a deux possibilités. Et vous allez voir, je vais tout déconstruire. Je vais tout déconstruire et reconstruire de A à Z afin d'y aller étape par étape. Ok, donc, c'est parti. Et donc, possibilité numéro 1, on travaille pour les entrepreneurs. Possibilité numéro 2, où on devient entrepreneur. Donc, si vous choisissez de travailler pour les entrepreneurs, c'est que vous avez choisi d'être dans le salariat. Et du coup, pour une prise de décision, quoi de mieux que de faire, vous savez, un petit tableau comparatif en listant rapidement les avantages et les inconvénients salarial et entrepreneurial. Ok, c'est parti. On va checker ça tout de suite et on va commencer avec les avantages salariales. Enfin, selon moi, le seul réel, entre guillemets, avantage du salariat, ça va être du coup une rémunération régulière. Donc, je dis bien entre guillemets, car en réalité, si on dézoome, cette sécurité, elle est illusoire, pour plein de raisons. Vous savez très bien que n'importe qui peut se faire virer du jour au lendemain pour quasiment rien. Et sûrement encore plus, peut-être pour quelqu'un qui cherche à pratiquer normalement son djinn. Ok. Autre chose. Il se peut très bien que l'entreprise fasse faillite. 1, 2, 3, 4, que l'entreprise fasse faillite, comme ça a été le cas de plein de grosses boîtes. D'ailleurs, on verra ça juste après, Inch'Allah. L'entreprise aussi peut être vendue et reprise par des nouveaux gérants qui peuvent revoir toute l'organisation et puis peut-être faire du tri au niveau des employés, revoir les salaires un petit peu à la baisse. Donc tout ça, oui, c'est possible, ça existe. Il y a encore plein d'autres raisons. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, je précise rémunération régulière. D'accord? Donc, au niveau des inconvénients personnels, bien au-delà du risque sur le long terme de, par exemple, tout miser sur le salariat. Donc, premièrement, il va y avoir un petit peu tout ce qui va être difficulté religieuse pour ceux et celles qui veulent pratiquer clairement leur religion. Par exemple, on est une conviction musulmane, la majorité des gens qui me suivent sont de conviction musulmane. Et bien voilà, ceux qui veulent faire leur prière au travail, une sœur qui veut garder par exemple son voile, quelqu'un qui veut s'absenter pour faire le Jumu'ah. Donc toutes ces choses-là, ça peut être compliqué surtout en Europe, d'accord? Donc on peut aussi avoir peu de liberté, étant donné que on travaille, on est confiné à un endroit pendant un temps précis, pendant d'ailleurs 5 jours sur 7, au moins 7 heures par jour. On va travailler sur une année entre 260 et 313 jours sur 365 jours. Donc tout va dépendre un petit peu des jours de repos, entre guillemets, de chacun. Une stagnation professionnelle. Donc un salaire, quelqu'un qui est dans le salariat, il n'évolue quasiment pas, on va dire, face à l'inflation de la vie. Il y a la vie, comme vous voyez, ça évolue, chaque année, tout devient de plus en plus cher, de manière générale, un peu partout dans le monde. Mais généralement, les salaires ne vont pas s'aligner à cette inflation. Donc, on peut aussi avoir un salaire qui plafonne, car même si ça évolue, même si vous avez une certaine évolution dans votre travail, ça va vite plafonner. On va pas passer, par exemple, de 1 500 € par mois à 7 000 € le mois prochain. C'est pas possible, non. Quelqu'un passera peut-être 1 500, à la 2 000, 2 500, même 3 000. Même 4 000, mais ça va forcément plafonner à un moment donné. D'accord. Et on va aussi avoir, comme on disait, une prise de risque, licenciement, faillite et autres. Vous ne construisez rien pour son avenir. Quelqu'un qui est dans le salariat, il bâtit rien. Il ne bâtit absolument rien. Il va bâtir les projets, donc du coup, de son employeur. Mais lui, personnellement, il ne bâtit rien. Si du jour au lendemain, il se fait virer, il se fait licencier, il y a faillite ou quoi que ce soit, il n'aura rien fait au final. Il aura passé tant d'années
de sa vie à rien construire pour lui personnellement. On peut aussi parler d'une pseudo-retraite incertaine. Donc, en raison un petit peu des attentes, on va dire que j'avais vu il y a pas longtemps en France, enfin d'ailleurs peut-être une année, je crois que l'âge de la retraite, ça avait reculé de 1 an ou 2 ans. Alors, je ne sais pas exactement à quel âge est la retraite actuellement, mais je me rappelle, ça avait fait tout plein de polémiques, de petites manifestations. Qui nous dit déjà que nous allons arriver à la retraite? Parce qu'il y en a, ils disent oui, on cotise pour la retraite, mais qui nous dit que déjà on va vivre jusqu'à cette retraite? Qui nous dit aussi que même si on arrive à cette retraite-là, qui nous dit que l'État sera toujours le même État, entre guillemets, et va nous reverser cette retraite? Qui dit que les choses ne vont pas changer? Que les plafonds, on va dire ce pourquoi on a cotisé, d'accord, les sommes pour lesquelles on a cotisé ne vont pas changer à la baisse, ou peut-être encore plus sur un délai, un peu plus tard encore. Donc toutes ces choses-là, eh bien, c'est un risque. Ça veut dire qu'on est en train de mettre toute notre vie entre les mains de l'État à un moment donné de notre vie. Peut-être que une personne qui aura fait, je sais pas à quel âge est la retraite, on va dire 55 ans, à un moment de sa vie où voilà, la personne sera peut-être un peu plus faible, physiquement, mentalement, qui sera fatiguée, qui aura passé toute sa vie, et on est en train de mettre toute notre confiance entre les mains de l'État. Donc autant construire quelque chose et faire gérer notre propre retraite personnelle. Enfin bref, on reviendra dessus. Mais en tout cas, aussi, certains travails, ça peut être aussi la pression, le stress. Il y a, il y a des travaux parfois où les politiques de l'entreprise, on est des chiffres, faut performer. Si on ne performe pas, on est des chiffres, on est des statistiques. J'ai déjà travaillé en usine ou dans des grosses boîtes il y a presque une décennie de ça. Et bien, faut performer, faut aller vite, d'accord? Donc, je voulais faire aussi un petit disclaimer sur le salariat. En quelque sorte, c'est pas que je veux critiquer, on va dire, le salariat à tout prix. Il peut y avoir, en quelque sorte, des bons emplois. Inch'Allah. Il peut y avoir des bons emplois. Mais il faut reconnaître que cela, ça reste rare. Et c'est souvent réservé à une minorité. Ces postes, souvent d'ailleurs, ils vont demander les bons emplois, les très bons emplois, de longues études, de gros diplômes, des années d'expérience. Et il faut le dire, c'est pas pour tout le monde. Ce genre de travail qui est super bien rémunéré, où on va dire on est dans les meilleures conditions, faut le reconnaître, c'est une extrême minorité. D'accord? Donc, il y a certains travaux, certains travails peut-être qui peut être bien aux Émirats, ou ça peut être à peu près bien payé en Arabie ou autre. Mais dans tous les cas, même si ça enlève quelques inconvénients, il en restera quand même beaucoup. Ok? Donc maintenant, on va passer à l'opposé. Donc, si vous choisissez de devenir entrepreneur, donc si vous choisissez de prendre votre vie en main, de construire jour après jour votre propre édifice, de prendre en main votre propre avenir. Donc voilà les avantages et les inconvénients. Donc on va commencer par les inconvénients, et le plus grand, un des plus connus, c'est les risques financiers. Donc c'est vrai, en tant qu'entrepreneur, on peut faire des mois à 0, comme on peut faire des mois à 10K, comme beaucoup plus. Il faut apprendre à gérer son budget, à gérer sa trésorerie. D'ailleurs, comme j'aime bien dire, de toute façon, il n'y a pas d'argent sans risque. En réalité, l'équation, elle est simple. Si on fait comme tout le monde, vous connaissez la citation, on aura les mêmes résultats que tout le monde. Donc, on peut aussi parler d'inconvénients dans l'entrepreneuriat, que ça demande de l'autonomie. Ça demande aussi beaucoup de discipline. Et ça, je pense que c'est un des plus gros problèmes. Car il n'y a personne derrière nous pour nous dire quoi faire. Et le problème, en réalité, peut-être qu'il vient pas de nous. Il vient peut-être aussi de notre éducation. Car généralement, en France, en Europe, tout le système, il est basé pour alimenter un peu leur machine à eux. Vous savez, faire tourner un petit peu cette machine. Il faut des bons salariés, des personnes qui sont à 100% dans l'opérationnel, qui posent pas trop de questions, des bons PNJ. Donc, si on dézoome, depuis tout petit, on a cette éducation. À aucun moment, l'école nous a appris à entreprendre, à gérer nos finances, à investir. Et comme le dit Robert Kiyosaki dans son célèbre livre Père riche, Père pauvre, ils disent que la majorité des gens qui ont des problèmes financiers, c'est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école, mais ils n'ont rien appris en ce qui concerne l'argent. Il dit que les gens apprennent à travailler au service de l'argent, mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Donc encore une fois, je pense qu'il faut qu'on ouvre les yeux sur notre environnement et sur le monde sur lequel on vit. Et il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont en haut de ce système, et ce n'est pas dans leur intérêt à eux que nous nous émancipions de ce système. La machine, elle est bien huilée, quoi, d'accord? Mais il y a des solutions. Il y a des solutions à chaque problème, pour ça, pour l'autonomie, la discipline et les risques financiers, d'accord? Généralement, ça va être les connaissances, d'accord? Parce qu'avec les connaissances, on va pouvoir mettre en place après des plans d'action. Mais on va y venir petit à petit sur cette chaîne, d'accord? Je vous rappelle aussi que, en termes de cause,
en termes de cause, l'argent est dans les connaissances. Hein. Entre guillemets, les riches de ce bas monde savent simplement des choses que l'on ne sait pas. Les riches ne savent des choses que l'on ne sait pas. D'accord? Donc, ok, ça c'est dit, je voulais le dire, mais on va passer maintenant aux avantages entrepreneuriales et vous allez voir, ils sont sans équivoque. Donc le premier, eh bien, alhamdoulilah, la liberté religieuse, la liberté sur nos convictions. On a des principes, des valeurs, des idéologies. On travaille dans ce qu'on veut, on travaille pour qui on veut, on vend ce qu'on veut dans le halal, alhamdoulilah. Donc quand tu es entrepreneur, c'est toi qui es au volant de ton navire. Donc juste ça, normalement, ça suffit. Juste là, je pourrais m'arrêter là. Au moins, on n'a pas de problème, on n'a pas d'ambiguïté parce que c'est nous, on gère. C'est nous, on gère. D'accord? Mais on va pas se priver. Il y a d'autres bénéfices. Donc, on va aussi entendre beaucoup parler de liberté temporelle. Alors, je sais que ça fait vu, revu, mais c'est réel. C'est réel. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Et pour moi, juste ça aussi, ça n'a pas de prix, cependant. On va parler aussi de liberté géographique. Pour certains travails, surtout ceux qui sont sur le web, eh bien, on peut travailler de n'importe où dans le monde. Maroc, Sénégal, Arabie, Algérie, Mauritanie, Émirats Arabes Unis, peu importe l'endroit. Un PC, une connexion, et vous pouvez gérer un empire subhanallah depuis une petite chambre de n'importe où dans le monde. D'accord? Ensuite, on va voir la liberté financière. L'entrepreneuriat, c'est nos limites. C'est nos limites, subhanallah. Aucune limite financière. On peut gagner 5K par mois comme devenir multimillionnaire, Inch'Allah. Il n'y a plus de limite au final dans l'entrepreneuriat. Donc, on va aussi avoir la satisfaction, bismillah, la satisfaction personnelle. Donc, c'est assez enthousiasmant de travailler et d'obtenir les fruits de notre propre travail. C'est un sentiment vraiment super satisfaisant de tous les jours, brique par brique, un petit peu de monter un petit peu tout notre écosystème, Inch'Allah. On peut dire aussi que on participe à la construction d'un héritage. Un entrepreneur qui travaille pour soi, encore une fois, il bâtit son propre édifice brique par brique. Donc, il peut bâtir une entreprise familiale. Et quand un entrepreneur il va décéder, tout ce qu'il a bâti reviendra de droit à ses héritiers. Alhamdoulilah. Donc là, vraiment, quelqu'un qui est entrepreneur, voilà, il construit quelque chose pour lui, mais aussi pour sa famille, pour ses proches, pour ses héritiers de droit. Donc, on peut parler aussi de développement de nouvelles compétences. Un entrepreneur doit être en permanence en train de monter en compétences, de se former, d'apprendre. Alors, je sais plus qui c'est qui dit ça, je crois que c'est Warren Buffett, mais il disait les personnes les plus riches de ce bas monde sont des learning machines. En quelque sorte, ils sont tout le temps en train d'apprendre. Donc, après le temps, eh bien, c'est les compétences. C'est ça qui a le plus de valeur. Après notre temps libre, c'est les compétences qui ont le plus de valeur. Et je répète, entre guillemets, en termes de cause, l'argent est dans les compétences. C'est pas uniquement dans le travail acharné, sinon les personnes qui sont dans les mines, les personnes qui font les travaux, les métiers les plus douloureux, ce seraient eux les plus riches. Donc non, l'argent est dans les compétences. Oui, il faudra travailler dur, surtout au début, mais il faut surtout particulièrement travailler intelligemment, utiliser tous les outils qu'on a à notre possession, utiliser les leviers qu'on a encore à notre possession dans nos générations. Il y a tellement de leviers qu'on pourra appliquer. D'ailleurs, on verra ça, Inch'Allah, sur de prochaines leçons. Donc, on peut dire aussi que un gros avantage, c'est qu'un entrepreneur, eh bien, il développe du réseau. Et ça, c'est super puissant. Ne sous-estimez pas la puissance du réseau. Les bonnes connexions, ça peut accélérer le succès à une vitesse à laquelle on n'est même pas prêt. Et souvent, on se rend même pas compte que on peut être à 2, 3 ou 4 personnes d'une personne qu'on leur rêverait de fréquenter. Comme disait Seth Godin, eh bien, construire un réseau solide, c'est créer des ponts vers des opportunités futures. Construire un réseau solide, c'est créer des ponts vers des opportunités futures. Donc, autrement dit, c'est un accélérateur. Clairement, c'est un accélérateur. Un réseau de qualité, ça peut vous donner des accès à des ressources, des idées, des perspectives auxquelles vous n'aurez jamais accès seul. Ou alors peut-être très difficilement et avec beaucoup de temps. D'accord. On peut dire aussi, un avantage d'un entrepreneur, c'est être la diversité des tâches. Étant donné que l'on est tout le temps en train d'apprendre, de tester de nouvelles choses, eh bien, on est loin d'un travail qui peut être ennuyeux, monotone. Moi, je me rappelle, il y a longtemps de ça, j'ai aussi travaillé en usine et on fait tout le temps la même tâche. C'est monotone, on s'ennuie, on bâtit rien. C'est très ennuyant que là, justement, c'est tout l'inverse. On est constamment en train d'apprendre, de tester de nouvelles approches, de relever des nouveaux défis, de relever de nouveaux challenges. Eh bien, c'est clair que ce mode de vie, il est loin d'être ennuyeux ou monotone. Car chaque jour, ça apporte un petit peu sur l'eau de découverte, d'opportunités, de défis, de problèmes à surmonter. Un entrepreneur, c'est une personne qui est tout le temps là à résoudre les problèmes, d'accord. Mais c'est stimulant et c'est enrichissant, Inch'Allah. Donc, vous voyez, on a fait un petit peu le tour très rapidement.
Et pour faire une petite conclusion par rapport à ça, si vous voulez mon avis, à notre époque, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'inflation, les crises, les guerres, tous les signes de la fin des temps, eh bien, je pense que, sincèrement, l'entrepreneuriat n'est plus un choix, mais une nécessité. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, avec tout ce que on vient de dire, vous avez encore deux autres choix. Ou vous vous lancez dans un business en physique, en dur, en présentiel, ou bien vous lancez dans un business en numérique. Et encore une fois, eh bien, on va faire très rapidement un petit comparatif avec avantages, inconvénients, ça va être beaucoup plus rapide, on va vite faire le tour. Eh bien, premièrement, on va voir au niveau des avantages avec un business en physique, en dur, en présentiel. Donc du coup, l'interaction personnelle. Les clients peuvent interagir directement avec les sales, avec les vendeurs, avec le personnel de vente. Donc on peut poser des questions et obtenir des conseils. C'est vrai qu'il y a une interaction physique qui est instantanée, hein. On peut dire aussi qu'il y a une expérience d'achat. Les clients peuvent voir, toucher, essayer, goûter, sentir les produits avant même de les acheter. On peut dire aussi que il y a des achats instantanés. C'est vrai, les clients peuvent prendre les produits immédiatement après l'achat sans avoir à attendre une livraison haute, Inch'Allah, et puis repartir directement avec. Donc il y a achat instantané. Maintenant, au niveau des inconvénients, on va avoir un des plus gros inconvénients, c'est les coûts opérationnels. Un business en physique, ça coûte cher, ça coûte très cher. Les coûts liés à la location, par exemple, ou à l'achat d'un espace en physique, plus le personnel à payer, plus l'entretien, eh bien, il y a des vrais frais opérationnels. Ça peut vite chiffrer à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, selon la taille de la structure et aussi la position géographique. D'accord ? On peut dire aussi les gros inconvénients. Un autre gros inconvénient, c'est les heures et jours d'ouverture limitées. Les magasins physiques ont des heures d'ouverture et de fermeture, du moins en Europe, ce qui limite le temps pendant lequel les clients peuvent faire leurs achats. Jusqu'en France, par exemple, on va nous imposer de fermer à telle heure. Voilà, on va nous imposer des heures d'ouverture et de fermeture. On peut peut-être les contourner, mais je crois qu'il y a des taxes. Ceux qui veulent vraiment rester ouverts 24 heures sur 24, c'est pas forcément donné à tout le monde et ça va être beaucoup plus cher. Enfin bref, on va aussi avoir un autre gros inconvénient, ça va être la portée limitée, une portée limitée. Je veux dire par là, c'est que les magasins en physique, ils sont limités à une zone géographique spécifique, hein, ce qui limite encore une fois le nombre de clients potentiels, contrairement par exemple à un business numérique. Donc, vous voyez, au niveau des inconvénients, ils sont quand même, c'est quand même pareil. Maintenant, on va voir en numérique. Donc, on va commencer par les inconvénients. On peut avoir une absence d'interaction personnelle, un petit peu moins, pas tout le temps vrai, mais quand même un petit peu moins. C'est vrai que quand quelqu'un va acheter un produit numérique, Inch'Allah, voilà, il y a pas à traiter avec un vendeur. Les frais et délais de livraison, quand on vend sur le web, si c'est un produit physique, hein, pas un produit numérique, quand on vend numériquement sur le web, et qu'on vend numériquement un produit physique, il va y avoir des frais de délai, et délai de livraison. Sur un produit numérique, bien évidemment, il n'y a pas de frais et délai de livraison. Et on va avoir, non, pas du tout, il n'y a pas de portée limitée, au contraire, justement. Donc du coup, au niveau des avantages, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous ouvrez un business numérique en ligne, il va être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne s'arrête plus. Vous pouvez vendre à tout moment. Vous allez vendre 365 jours sur 365 jours. Vous allez avoir une portée mondiale. Donc la seule limite, donc je me suis trompé, la seule limite c'est la langue. Et encore, parce qu'on peut très bien, le site, il peut se faire traduire dans d'autres langues. Mais techniquement, quand vous avez un système sur le web qui fonctionne, vous pouvez toucher le monde entier. Vous pouvez vendre partout dans le monde. D'accord ? On va avoir du coup, parallèlement, des grosses performances. Hein, on peut avoir des résultats financiers ahurissants, étant donné qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'horaire, il n'y a pas de limite géographique. Donc la portée, elle est absolument énorme. Et vous allez voir qu'il y a des leviers de scalabilité qui sont absolument très importants. Donc du coup, on peut avoir des avec une petite boutique, hein, avec un petit business en ligne, on peut faire des résultats auxquels on n'aurait jamais pensé obtenir dans notre vie. On va voir aussi de l'automatisation. De nos jours, il y a énormément de tools, d'outils qui nous permettent d'automatiser quasiment 100% un business en ligne avec des robots, avec de l'IA ou avec des humains. On va avoir aussi une mobilité. Et oui, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, une connexion à Internet et à l'ordinateur
et vous pouvez gérer donc du coup tout un empire depuis une petite chambre de je ne sais n'importe où dans le monde, Inch'Allah. Donc cette fameuse liberté géographique, temporelle, financière. Alors je sais que ça fait cliché, mais je vous assure, elle est là. C'est réel. Au moment où je vous parle, je suis en Arabie Saoudite, à Médine. Et c'était mon rêve de pouvoir vivre ici. Alhamdoulilah, il se réalise. Donc oui, c'est possible et c'est réel. Conclusion par rapport à tout ça. On est à l'ère du numérique. Même les entreprises physiques se digitalisent. Il faut vivre à son époque. Franchement, il faut ouvrir les yeux, analyser le marché. Tous les business models ne se valent pas. L'industrie, elle est en constante évolution. Chaque année, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment, il y a des métiers qui apparaissent, il y en a d'autres qui disparaissent. Et vous allez voir, je vais vous donner des exemples, Inch'Allah, afin que vous compreniez, Inch'Allah. Ça va aller vite. À l'époque, par exemple, il y avait des métiers comme, par exemple, allumeur de réverbère. En gros, avant l'électricité, les villes, elles avaient des lampadaires à gaz, un petit peu comme vous pouvez voir sur l'image. Et ils devaient être allumés chaque soir par une personne, voilà, un allumeur de réverbère. Et ce métier a bien évidemment disparu avec l'arrivée de quoi? L'électricité. Comme de nos jours, l'arrivée de Internet, ça a éteint certains métiers. Okay, ou encore les porteurs d'eau. Avant que les maisons ne soient raccordées à un réseau d'eau courante, eh bien, il y avait ce qu'on appelait les porteurs d'eau. Donc, ils livraient l'eau, c'était des personnes qui livraient l'eau aux maisons, aux entreprises. Eh bien, ce métier n'existe quasiment plus dans la plupart des pays développés. Je dis quasiment plus parce que j'ai déjà eu l'opportunité d'aller faire un séjour en Mauritanie et ce métier, il existe toujours là-bas. Bon, de manière générale, on fait même plus attention à ce bienfait, on ouvre notre robinet, il y a de l'eau qui coule en illimité, chaud, froid, comme on veut, alhamdoulilah. Mais voilà, c'était juste un exemple. Je peux vous en donner des plus récents, par exemple, employés de station-service. Dans le passé, les stations-service, ils avaient des employés qui pompaient l'essence, ils vérifiaient l'huile, ils nettoyaient les pare-brises, la pression de vos pneus, d'accord? En France, ça n'existe plus. Alors, pour peut-être certains pays africains, ce métier existe toujours. Par exemple, quand je vivais en Égypte, ce métier était toujours présent. En Arabie, c'est pareil, aux Émirats, c'est pareil. Mais parce que peut-être d'ailleurs la main-d'œuvre elle est peut-être un petit peu moins élevée, selon certaines nationalités, elle est peut-être un petit peu moins chère. Mais voilà, c'est un exemple. Selon l'évolution, il y a des métiers qui disparaissent, qui sont remplacés petit à petit. Et il y a des exemples encore plus récents. Par exemple, le métier de caissier. Pour moi, c'est un métier qui, je pense, dans les prochaines décennies, risque de disparaître, ou en grosse partie. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de magasins qui introduisent des caisses automatiques. Et depuis peu même maintenant, ils ont testé un magasin, donc Amazon Go, en full automatique. Donc ça a été expérimenté à New York. En gros, c'est des magasins où on peut se servir, on rentre dedans, on prend notre panier, on se sert, on prend ce qu'on veut. Et dès qu'on sort là, par ces bornes-là, on est automatiquement débité. On n'a même pas besoin de scanner les produits. Directement, ça va détecter ce qu'on a pris et on sera automatiquement débité. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Comme je vous disais, ça va être l'évolution. L'évolution, il faut la prendre en compte. L'évolution, elle est liée à l'entrepreneuriat. Il faut voir ces changements non pas comme une menace, mais comme une invitation à la croissance. Par exemple, tout ce qui se fait en IA, en intelligence artificielle. Mois après mois, l'avancée techno, elle est en train de prendre une avancée, mais folle. Il y a certaines IA, on peut faire maintenant des choses absolument incroyables. On peut automatiser des tâches en quelques secondes qui, par exemple, auparavant nous mettaient, des heures à réaliser. D'accord? Et comme tout outil, bien sûr qu'il y a des risques. Mais voilà, sachez que les entrepreneurs les plus prospères, ceux qui durent, on va dire, le plus dans le temps, sont ceux qui surfent, entre guillemets, sur les vagues, qui sont prêts en quelque sorte à saisir les nouvelles opportunités lorsqu'elles se présentent, tout en sachant quand il est temps de se retirer. Et d'ailleurs, c'est là où je vais en venir, ce qui est une erreur qui est assez courante chez les web entrepreneurs, c'est que certains ignorent, ou bien sous-estiment, ou peut-être même carrément boycottent les changements du marché sur une niche. Les changements, donc l'évolution du marché sur une niche. Il y a des niches donc qui disparaissent à petit feu. On les voit tous les jours. Je me suis en train de me dire au moment où j'enregistre que peut-être il y en a qui savent pas ce que c'est les niches. Les niches, on va dire un secteur d'activité. On va avoir les marchés, on va avoir certains marchés primaires, l'argent, la santé. Par exemple, prenons le marché de la santé. Une niche, par exemple, ça va être un dentiste. Une sous-niche, ça va être un dentiste pédiatrique, par exemple. Donc, quand on dit une niche, voilà, c'est ça. C'est un secteur d'activité précis. Donc, comme je disais, qu'il y a des niches, du coup, qui disparaissent à petit feu. Et on en voit tous les jours. D'autres deviennent aussi saturés. Ou carrément obsolètes. Comme, par exemple, les métiers que je vous ai montrés auparavant. Et du coup, il y a de nombreuses sociétés qui ont fait faillite. À cause de quoi? Parce qu'ils ont ignoré l'évolution du marché. Par exemple, Kodak. Je vous montre tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre.
à la fin. Kodak, c'est un exemple classique d'une entreprise qui n'a pas réussi à s'adapter au numérique. Alors malgré qu'ils aient, le paradoxe, c'est qu'ils aient inventé le premier prototype d'appareil photo numérique, mais ils n'ont pas réussi vraiment à capitaliser là-dessus, sur leur innovation à eux. Parce que à cette époque, la direction de Kodak, ils étaient un petit peu réticents à adopter cette techno parce que en réalité, ils craignaient que ça nuise à leur activité principale. Vous savez, à l'époque, ils vendaient ces genres de pellicules, là, les bobines pour les appareils photo argentiques. Donc, tandis que par contre, il y a des entreprises comme Canon, Sony, Nikon. Eux, par contre, ils ont pris de l'avance sur l'évolution du marché. Donc, conclusion, Kodak, ils ont déposé le bilan. Ils ont déposé le bilan en 2012. Faillite, un des plus gros noms de la photographie. Et là, ils ont fait faillite parce qu'ils n'ont pas suivi l'évolution du marché. Il y en a plein. Nokia, qui s'en rappelle, il y a quelques décennies. Nokia, c'était le plus grand vendeur de téléphones mobiles dans le monde. C'était les numéros 1. C'est ceux qui vendaient le plus de téléphones dans le monde. C'était les premiers sur le marché. Pour les anciens qui se rappellent, 3310, 3210, les Snake 2, tout ça. Eh bien, vous voyez, ils n'ont pas réussi à s'adapter, encore une fois, Nokia, à l'émergence des smartphones et à la concurrence, donc du coup de l'iPhone, d'Apple et tout ça. Et de certains Android, d'accord. Et petit à petit, du coup, la part du marché de Nokia, ça a diminué. Alors je crois ils ont été rachetés à une époque par Microsoft, ça a été revendu, enfin du moins le pôle téléphonique a été encore revendu. Donc voilà. Mais en tout cas, ils ont fait faillite. Nokia avait fait faillite. Encore un petit dernier, Toys R Us. C'est un autre exemple d'une entreprise qui n'a pas réussi à s'adapter à l'ère. Eux, c'est l'e-commerce. Eux, ce qui les a fait déposer le bilan, c'est le e-commerce. Quand ils étaient confrontés à des concurrents un petit peu en ligne, par exemple Amazon ou plein d'autres détaillants, des sites e-commerce, pur et dur, donc qui vendaient des produits, des jouets en ligne, eh bien eux, ils ont déposé le bilan en 2017. Ils avaient une dette, dites-vous, de 5 milliards de dollars. Et du coup, ils ont liquidé tous leurs magasins au States. Tous leurs magasins américains, ils les ont tous liquidés et ils ont licencié plus de 33 000 salariés aux États-Unis. Vous imaginez? Donc ça veut dire qu'il y avait 33 000 personnes qui se pensaient dans la sécurité du salariat et qui se retrouvent du jour au lendemain avec rien. Et je vous rappelle que dans la majorité des pays dans le monde, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de RSA ou je ne sais quoi. C'est t'es licencié, t'es du jour au lendemain, t'es dans le dur. D'accord? Bref, on va pas continuer comme ça trop longtemps, mais c'était juste pour vous montrer que c'est important. D'ailleurs, petite parenthèse quand même sur Toys R Us, quand même pour être un peu plus précis, c'était vraiment les filières américaines qui ont fermé. Il y a d'autres Toys R Us dans certains d'autres pays qui ont continué à tourner, mais voilà. En tout cas, ils ont une dette de plusieurs milliards de dollars en tout cas, et ils ont fait faillite en 2018. Tout ça pour dire que ils avaient tous déposé le bilan. Toutes les entreprises que je vous ai montrées avant, ils ont tous déposé le bilan. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pas adaptés à l'évolution du marché, l'évolution du e-commerce pour certains. Et il y en a plein d'autres, franchement, on pourrait passer du temps dessus, comme les smartphones BlackBerry, je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, les magasins Virgin, Megastore, qui c'est qui s'en rappelle, Eh ben, il y en a plus. Fight aussi, ils ont souffert. Alors eux, je crois que c'était le streaming et e-commerce aussi, mais voilà. Donc, pour conclure. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, je pense que vous avez compris que pour gagner votre indépendance financière, vous savez que il faut être entrepreneur. Honnêtement, dans le salariat, c'est quasiment pas possible. On est plafonné, on bâtit rien pour nous, pour nos familles, c'est risqué pour toutes les raisons qu'on a dit auparavant. Et puis, donnez-moi un diplôme qui vous permet de devenir millionnaire. Je pense qu'il n'y en a pas. Donc, automatiquement, on plafonne. On a vu aussi, étape par étape, qu'il était préférable d'être entrepreneur dans le digital. Pourquoi? Parce que du coup, dans le physique, il y a des coûts opérationnels. Un business physique, ça peut être très très élevé. Par exemple, si vous débutez votre vie entrepreneuriale, il va falloir payer votre vie perso, votre vie personnelle, votre vie perso. Ensuite, votre vie pro, ça veut dire le local, l'aménagement du local, les équipements, peut-être les stocks. Des fois, il y a des licences. Ça va être toutes les dépenses administratives. Alors, surtout si vous ouvrez un truc en France, un des pays les plus taxés au monde. Et j'en passe. Donc, franchement, comptez minimum 20K pour une petite boutique qui va sûrement peiner à peut-être à générer, à dégager 2 ou 3 cas de bénéfices. On est d'accord. Et franchement, je vise le minimum. Parce qu'un business sérieux en physique, ça avoisine plutôt les 50K à 150 000 euros facile. D'accord? En revanche, inversement, dans le digital, vous avez compris que les barrières d'entrée sont beaucoup plus faibles. Parfois, elles sont même inexistantes. Une fois que vous avez les connaissances et que vous les maîtrisez, il y a certains types de business models que vous pouvez commencer pour quelques dizaines d'euros. D'accord?
on a vu aussi que le business physique, ça manquait, donc les business en physique, en présentiel, il manquait de mobilité. Si par exemple, vous passez des années à construire un business en physique et que pour X ou Y raison, je sais pas, ça peut être un conflit géographique, une hausse des taxes, un changement de loi, ou tout simplement un projet de hijra, d'immigration. Si vous voulez déménager rapidement, eh ben, vous risquez de tout perdre ou au minimum de devoir tout recommencer tout à zéro. Parce que vous avez peut-être mis des années à bâtir. Donc, encore une fois, bien sûr, le business physique, ça a aussi des avantages. Mais ça, c'est ma vision à moi. Personnellement, ma vision des choses sur le sujet, c'est que je vois ce type de business comme une étape secondaire. Une étape qu'on entreprend une fois qu'on a déjà développé un business en ligne à cash flow. Une fois aussi qu'on est installé dans un pays dans lequel on souhaite rester. Donc du coup, définitivement, on sait qu'on est chez nous, on veut rester et vivre dans ce pays-là. À ce moment-là, oui, pourquoi pas, si ça vous drive, de réinvestir dans un business physique plus facilement avec moins de risques au début. Ok, donc pour terminer sur cette vidéo, je voulais souligner encore 2 autres points. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde et quel type de business en ligne lancer quand on débute totalement? Ok, donc pour le premier point, est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? Franchement, moi, je suis convaincu que oui. Alors, bien évidemment, chacun a des niveaux et des échelles différentes. Pourquoi j'ai cette réflexion? Parce que si on revient dans le passé, en réalité, par exemple, bilan en arrière, même plus encore, eh bien, historiquement, l'humanité de manière générale a toujours été entrepreneuriale. Il y a des siècles avant l'apparition du salariat, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Chaque individu, il devait gérer son activité. Un berger, il devait gérer son troupeau, vendre son produit, je sais pas moi, les laines, le lait ou je ne sais quoi, la viande. Il devait traiter avec ses clients. Un forgeron, il devait produire ses outils, voilà, les travailler, les revendre, peut-être entretenir une relation avec avec ses clients, quoi que ce soit. Pareil pour tous les autres business. Un commerçant, il devait négocier ses marchandises, les avoir à un bon prix, hop, faire ses stands, et voilà, gérer son approvisionnement, et ainsi de suite. En gros, chacun, il était responsable un petit peu de sa propre subsistance. La plupart des gens, sur des siècles et des siècles et des siècles, ils n'avaient pas de patron fixe, ils n'avaient pas de salaire fixe, de manière générale, ni d'entreprise géante pour les employer. Bien sûr, il devait y avoir quelques exceptions, mais la majorité des gens, ils travaillaient pour eux-mêmes. Ils produisaient, ce qu'ils avaient besoin et échanger leurs produits ou leurs services avec les autres. Donc, en quelque sorte, c'était une forme d'entrepreneuriat, mais à petite échelle. C'était une forme d'entrepreneuriat à petite échelle. Donc, ça montre que l'entrepreneuriat, c'est pas réservé à une élite, que ce soit pour un petit projet personnel ou une grande entreprise. Moi, je pense que tout le monde peut entreprendre à son niveau. Tout le monde peut entreprendre à son niveau, que ce soit en vendant un service, un produit, ou en bâtissant quelque chose de plus grand, c'est possible. Par exemple, un frère qui va proposer des cours particuliers en ligne, de maths, de langue arabe ou je ne sais quoi, il est dans l'entrepreneuriat. Rien de compliqué. Ça peut être aussi une sœur qui vend des tiramisu à petite échelle. C'est de l'entrepreneuriat. Une personne, évidemment, qui monte une société d'import, export mondial, bien évidemment, est dans l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire, c'est que il faut reconnaître que chaque individu a des compétences. Chaque individu a des talents qu'il peut utiliser pour créer de la valeur. Et ce que je veux dire, c'est que chacun est capable de faire quelque chose de sa tête et de ses mains à son niveau. C'est même ça, d'ailleurs, l'essence même de l'entrepreneuriat. Chacun peut prendre en main son propre destin économique à son niveau, Inch'Allah. Donc, pour conclure, vous demandez peut-être, du coup, après tout ce qu'on vient de dire, quels sont les types de business models qui sont le plus adaptés pour se lancer sur le web en tant que débutant, Inch'Allah. Donc, du coup, pour répondre à cette question, je vous ai préparé une vidéo privée qui vous offrira une vision claire du business en ligne. En gros, je vais vous parler de toutes les grandes catégories de business en ligne. Et après avoir visionné cette vidéo, l'objectif, c'est que vous n'ayez plus de zone d'ombre, afin que vous trouviez enfin une activité qui vous passionne. Enfin, une activité, je veux dire, plutôt qui est alignée avec votre personnalité, qui est alignée avec vos ambitions. Et bien sûr aussi, comme on l'a dit, avec l'évolution du marché, Inch'Allah. Donc cette vidéo, elle est simplement accessible dans un espace Schoolmaker gratuit où je rassemble du coup du contenu exclusif et une petite communauté active. Vous y trouverez d'ailleurs très prochainement, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc du coup ça va être en cours de production, des vidéos sur le funnel building, le scaling, la prospection, l'automatisation, le closing, le setting, le copywriting et j'en passe. Vous pouvez vraiment avoir pas mal de vidéos pour monter en compétences. Vous allez aussi pouvoir poser des questions, interagir avec d'autres membres de la communauté. Le but, c'est de se former et j'apporte
un maximum de valeur gratuitement. Donc voilà tout. Donc pour ceux aussi qui veulent aller plus loin, pour réserver un appel avec moi, actuellement j'accompagne les entrepreneurs à vivre de l'activité de Funnel Builder. Vous pouvez prendre un appel avec moi et je vous explique, on essaie de faire un petit peu le point sur votre situation pour savoir où vous en êtes, où vous voulez aller, et vous trouvez peut-être même un secteur d'activité dans lequel qui répond à vos attentes, à vos ambitions, à vos traits de personnalité, en suivant un petit peu vos forces et vos faiblesses. Et voilà, on va analyser tout ça. Donc je vous invite à prendre un appel, je crois que vous aurez le lien juste en dessous de la vidéo. Et je vous invite à vous inscrire gratuitement et à demander à rejoindre cet espace privé. C'est 100% gratuit et je suis certain que vous y trouverez beaucoup de valeur, Inch'Allah. Ok, donc barakallahu fikoum et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.